Tunisie, le combat judiciaire d'Ahmed Souab depuis sa cellule détenue à Mornaguia en attendant son procès. L'avocat s'oppose à une circulaire du 11 août mettant fin au détachement syndical de certains agents publics. Il appelle ses confrères à la contester en justice tandis que des experts de l'ONU s'alarment de son sort. Libye, Haftar confie les rênes de l'ANL à ses fils à 83 ans. Le maréchal place Saddam comme vice-commandant de l'armée nationale libyenne et Khaled comme chef d'état-major, consolidant le pouvoir militaire de son clan dans l'est du pays. Bonsoir à tous et bienvenue au Journal international en Tunisie, alors que la centrale syndicale Union générale tunisienne du travail monte le ton avec le gouvernement et prévoit une mobilisation le 21 août. L'avocat et opposant politique Ahmed Souab exprime son soutien aux syndicalistes depuis sa cellule, une façon de continuer le combat politique pour cet ancien juge emprisonné depuis le mois d'avril sous le coup de la loi antiterroriste après avoir critiqué le manque d'indépendance de la justice. Alors qu'il attend toujours son procès, Ahmed Souab, avocat connu pour son franc-parler, a fait passer un message par une lettre communiquée à son frère depuis sa cellule. Depuis sa détention à la prison de Mornaguia à Tunis, il conteste une circulaire gouvernementale publiée le 11 août qui impose la fin du détachement syndical de certains agents publics et ordonne leur reprise de poste. Depuis, la crise entre ce syndicat historique et le gouvernement s'enlise et la dernière circulaire a été vivement critiquée par la société civile et les syndicalistes. L'avocat Ahmed Souab, connu pour fédérer une opposition assez divisée entre plusieurs tendances, a appelé ses collègues avocats à contester juridiquement le texte dans un contexte où plusieurs voix appellent à défendre la liberté syndicale. Il est l'une des seules voix dissidentes à encore s'exprimer. Avec d'autres avocats, l'UGTT et la société civile, il représente les seuls corps intermédiaires restants qui forment encore un contre-pouvoir en Tunisie actuellement. Le sort de l'avocat préoccupe au-delà de la Tunisie. Des experts onusiens ont adressé une lettre aux autorités tunisiennes pour exprimer leur inquiétude sur la détention d'Ahmed Souab et le harcèlement judiciaire dont sont victimes d'autres avocats, selon le texte. Dans la ville de Gaza, dont le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dit se préparer à prendre le contrôle, la population subit une intensification de la campagne militaire ces derniers jours, mais est-elle prête à endurer un nouveau cycle de déplacement? Rencontre avec une famille de déplacés qui, comme des dizaines de milliers d'autres, y avaient trouvé refuge à la suite du cessez-le-feu temporaire de janvier. Oussam débite le bois qui reste une ancienne armoire afin de cuisiner pour sa famille. Malgré les menaces du gouvernement israélien, pas question de partir. Qu'il menace, moi je reste ici. On est déjà allé au sud, on a déjà souffert. Qu'est-ce qui peut être pire? Ou bien je reste à ma place, ou bien j'y meurs avec mes enfants. Près de lui, Nora, une ancienne professeure d'arabe au lycée, partage la même détermination après une dizaine de déplacements dans Gaza. On s'est déplacé à cause des combats contre le Hamas. Mais désormais, voilà que Netanyahou se met à parler au grand Israël. Les masques tombent, l'objectif véritable de cette guerre apparaît au grand jour, ce n'est pas le Hamas. Israël veut prendre Gaza et disséminer sa population dans le monde. Par conséquent, je suis convaincu que si je pars, jamais je ne viendrai. Nora a un message pour les négociateurs palestiniens qui ont accepté une proposition de cesser le feu lundi 18 août. Un pays sans son peuple, ça ne sert à rien. Il faut protéger les gens qui incarnent la cause palestinienne. Que les négociateurs nous parlent, nous redonnent l'espoir et on tiendra bon, je vous jure. C'est comme ça qu'on empêchera Israël d'aller au bout de ses crimes. Pour l'heure, la ville de Gaza, cœur battant de l'enclave avant la guerre, continue d'être pilonnée par l'armée israélienne nuit et jour. Une prise de parole qui ne passe pas inaperçue au Togo, celle de Marguerite Yankadi, ancienne ministre des Armées, alors que de nouveaux appels à une marche pacifique sont lancés sur les réseaux sociaux pour la fin du mois d'août. L'ancienne ministre publie une vidéo de 10 minutes dans laquelle elle appelle à un changement à la tête de l'État.
L'histoire nous regarde, affirme Marguerite Yakadé. Après avoir publié plusieurs tribunes, c'est cette fois dans une vidéo que l'ancienne ministre prend la parole. Face caméra, vêtue de noir pour se joindre aux voix qui appellent au changement à la tête de l'État du Togo. Marguerite Yakadé le reconnaît, sa prise de position peut surprendre. Ministre des Armées entre 2020 et 2022 sous la présidence de Faure Gnassingbé, elle aussi a été l'épouse de l'aîné de la fratrie Gnassingbé, Ernest, décédé en 2009. Elle-même fille de militaire, elle est originaire de la même région. Dans son message, Marguerite Yakadé dénonce le système en citant violence, exil, mauvaise gouvernance et corruption. Il n'est pas facile de gouverner, poursuit-elle, mais le pouvoir aurait eu le temps de changer le destin du pays. Ça n'a, selon elle, pas été le cas. Elle appelle donc à un changement à la tête du Togo. La vidéo est publiée alors que le M66, mouvement de blogueurs et artistes de la diaspora, appelle à une nouvelle mobilisation à la fin du mois. En juin, à 2 reprises, des mouvements de protestation ont eu lieu contre le pouvoir de Faure Gnassingbé. Des mouvements au cours desquels au moins 7 personnes sont mortes, selon la société civile. Sollicitées par RFI, les autorités togolaises n'ont pas encore donné suite. Pour rappel, le gouvernement a qualifié d'illégales les manifestations du mois de juin contre le régime de Faure Gnassingbé. En Libye, la Chambre des représentants basée à l'est du pays a procédé ce lundi 18 août lors d'une séance fermée et en présence des nombres très limités de parlementaires à un amendement de la loi relative à l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar. Cet amendement va donc permettre à Saddam Haftar de succéder à son père dans ses fonctions de commandant général de l'ANL. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar, 83 ans, fatigué et malade, continue à placer son clan familial au centre du pouvoir militaire de l'Est libyen, préparant ainsi son après-règne. La semaine dernière, Khalifa Haftar a élevé son fils Saddam au poste de vice-commandant. Le Parlement a par ailleurs démis le général Abderrazak Nadouri de ses fonctions en tant que chef d'état-major de l'ANL pour le nommer conseiller à la sécurité nationale. Selon des parlementaires libyens, le poste de chef d'état-major est revenu à un autre fils de Khalifa Haftar, le général Khaled Haftar. La nomination de Saddam Haftar comme numéro 2 de l'ANL a en effet créé des tensions au sein de la famille et il a fallu recomposer l'autre frère militaire, Khaled Haftar. Le général Nadouri, jusqu'ici bras droit de Khalifa Haftar, a donc été sacrifié. La Chambre des représentants a accordé à Saddam Haftar tous les pouvoirs, affirment des parlementaires qui ont assisté à la séance. Dans un pays où 2 parlementaires ont été kidnappés et tués par les forces de Khalifa Haftar, le Parlement ne fait qu'appliquer les ordres. Selon un analyste qui préfère garder l'anonymat par crainte des représailles, le Parlement libyen est mort depuis 2014. Les parlementaires sont juste des pions que Khalifa Haftar déplace selon son gré. Ce que le colonel Gaddafi n'a pas osé faire entièrement, installer son fils Saif al-Islam au pouvoir, le maréchal Haftar est en train de le concrétiser. Transmettre en héritage le pouvoir militaire à l'est de la Libye à son fils et au clan familial. Suivant cette logique, il consolide sa mainmise sur l'est libyen en interdisant notamment les municipales prévues dans les zones qu'il contrôle. Pour finir, en Tanzanie, le procès tant attendu de l'opposant Tundu Lissu s'est ouvert lundi à Dar es Salaam pour être aussitôt renvoyé devant la haute cour, seule compétente à juger son dossier pour trahison. Une audience marquée par une décision controversée, l'interdiction de toute diffusion en direct, ce qui alimente les critiques de l'opposition. D'autant que dans une autre affaire, le parti Chadema a vu ses activités suspendues et s'est bien gelé par la justice. Un tour de vie supplémentaire à demande la présidentielle. Le 18 août, l'audience au tribunal de Kisutu à Dar es Salaam, Tanzanie, a commencé avec 2 heures de retard. Elle a été marquée par des prières des militants du Chadema, le parti de Tundu Lissu. Ce dernier a tenté d'appeler des témoins de haut rang, dont la présidente Samia Suluhu Hassan, mais a été interrompu.
La décision de ne plus diffuser le procès en direct a été perçue comme une tentative du pouvoir de juger Lissou dans l'ombre selon le vice-président du Chadema, John Eché. L'analyse de la situation indique que le procès est considéré comme une fabrication sans fondement visant à museler l'opposition. Les multiples reports sont vus comme une stratégie pour affaiblir Lissou, qui reste cependant déterminé. À 2 mois des élections présidentielles, l'opposition dénonce une justice instrumentalisée pour écarter son principal candidat et réduire le Chadema au silence. L'usage de témoins anonymes soulève également des inquiétudes concernant le droit à un procès équitable. Tundu Lissou, accusé de trahison pour avoir appelé au boycott des élections, risque la peine de mort. De plus, une dizaine de membres du Chadema ont été arrêtés récemment et sont détenus dans des conditions secrètes. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Tchad Info.